Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Ce soir, avez-vous déjà songé à ce que deviendrait le monde si le temps s'arrêtait, si chaque instant pouvait durer pour toujours, immobile et parfait? Laissez-vous emporter par une histoire envoûtante, délicate et mystérieuse, où les questions du roi Aldéric sur la vie, le temps et le bonheur résonnent doucement dans la nuit. Ouvrez la porte d'Ambre-Lune et laissez la magie opérer, le temps d'un voyage unique au cœur de l'éphémère et de l'éternel. Bonne écoute et douce nuit. Aux fenêtres du palais d'Ambre-Lune, la lumière du soir s'étirait paresseusement sur les murs crème, laissant flotter dans l'air l'odeur du chèvrefeuille et de la terre tiède. Le roi Aldéric se tenait debout, le menton posé dans sa main. Son regard glissait, incertain, sur les collines méridiennes qui s'effaçaient peu à peu dans l'ombre. Loin de l'agitation des marchés ou des intrigues galantes, c'était dans ces moments suspendus que le cœur du roi devenait plus bruyant que le monde extérieur. Il savait, sans se l'avouer tout à fait, que quelque chose en lui ployait chaque jour davantage sous le poids du temps. Un frémissement le parcourait à chaque reflet. Chaque ride, chaque nuance nouvelle sur sa peau surgissait comme un rappel silencieux de la finitude. La peur n'était pas tapageuse, elle était patiente. Elle attendait au détour d'un battement de paupières ou d'une toux minuscule. Sur la table basse ornée d'améthyste, la conseillère Lysiane signalait son arrivée d'un léger raclement de chaise. Avec ses yeux clairs et sa voix feutrée par des années d'écoute attentive, elle devinait les pensées du roi avant qu'elle ne touche même sa bouche. « Sire, une nuit paisible se prépare. Les orangers embaument déjà toute la cour. » Aldéric répondit sans se retourner. « Le sommeil ne console pas de tout, Lysiane. Il adoucit parfois simplement l'attente. » Entre eux se tissaient ces apartés tranquilles. Ils pouvaient demeurer côte à côte en silence, contemplant ensemble ce paysage qu'ils avaient vu tant de fois changer, mais dont la quiétude semblait aujourd'hui inquiétante pour le roi. Florent entra alors, posant au pied du fauteuil un coussin brodé au motif d'étoiles. La précision méticuleuse du chambellan trahissait l'âge des gestes répétés, gestes rassurants, mais impuissants à apaiser la crainte sourde qu'il percevait chez son souverain. « Votre infusion aux fleurs est prête », annonça-t-il avec chaleur. Aldéric s'assit lourdement et effleura la tasse sans boire. L'eau s'évapore chaque soir, comme si même elle voulait nous fausser compagnie. Il esquissa un sourire bref. Sur les murs tombaient déjà les ombres longues des cerisiers, et ce dégradé nocturne semblait appuyer chaque mot non dit entre les occupants de la pièce. Lysiane finit par rompre le silence en prenant doucement la main du roi. La peur vieillit aussi vite que nous, mais certaines peurs nous rapprochent de nous-mêmes plutôt que de l'abîme. Aldéric ferma les yeux un instant, goûtant le confort précaire de cette phrase, tandis qu'autour d'eux, les couloirs du palais semblaient en contenir leur souffle collectif. Chaque soir devenait rituel, le même murmure susurré entre soi et l'obscurité envahissante. Une supplique inlassable, repliée au creux des lèvres. Arrêter le temps là où régnait la douceur,
retenir pour toujours ce fragile équilibre entre certitude et mélancolie. Les bougies s'amenuisaient dans une brise paisible, alors qu'au loin, on distinguait à peine le tintement régulier des cloches veillant sur Ambrelune. Ce soir-là, à l'heure où l'air devient translucide, on frappa lentement à la porte du palais. Les gardes échangèrent un regard perplexe devant la silhouette qui attendait dans une patience muette. Un vieil homme au manteau sombre, dont la barbe d'argent brillait d'une nuance presque lunaire. Il se présenta comme Soren, l'alchimiste venu des contreforts de l'Est, porteur de secrets que même le sommeil refuse de rêver. Guidé dans le dédale ouaté des couloirs, Soren avançait sans un bruit, posant ses doigts parcheminés sur les fresques anciennes, comme s'il saluait de vieux amis endormis. Lysiane suivait à quelques pas, observant sa démarche. Chaque mouvement mesuré semblait peser une intention insoupçonnée. Parvenu devant le roi Aldéric, Soren exhala un souffle où flottaient les parfums du laurier et du cuivre brûlé. Il s'inclina très bas. « Sire, j'apporte un espoir plus rare que l'ambre. Je peux capturer le temps, l'enfermer et vous offrir de régner sur l'immuable. » La salle devint aussitôt soupçonnée d'un silence épais. Aldéric croisa les bras sur sa poitrine. Ses yeux cherchèrent ceux de Lysiane, puis ceux du vieil homme. « Vous jouez avec des forces qui nous dépassent tous, Soren. Mais admettons que je désire ce pouvoir. Comment comptez-vous soumettre ce qui échappe à toute prise ?» Soren posa sur la table une sphère de verre teinté que nul n'avait jamais vue. À l'intérieur bruissait déjà un éclat fugace, comme un battement minuscule enfermé dans la lumière même. « Le temps n'est pas une rivière incontrôlable, Majesté. C'est un souffle. Je peux fabriquer sa cage, son refuge et sa prison à la fois. Si vous m'y autorisez, construction discrète et promesses scellées seront les fondations de votre règne parfait. » Lysiane observa le roi avec une prudence voilée. Sa voix se fit feutrer. Ce don n'est-il pas aussi dangereux qu'il est séduisant? Ce qui ne change plus, ne s'use-t-il pas dans son propre éclat? Aldéric ferma brièvement les yeux, écoutant galoper ses peurs et ses désirs d'éternité. Ces mots pesèrent longtemps dans l'espace avant d'émerger. « Mon règne ne doit plus trembler au rythme des départs ni des adieux. Agissez donc selon vos promesses, mais nul autre que vous n'aura regard sur votre entreprise, ni sur ses arcanes. » Dans la nuit qui se fit plus dense, Soren demanda un lieu retiré où travailler loin des regards et du tumulte quotidien. Le roi hocha la tête en direction des jardins anciens. Là subsistait une tour oubliée, aux murs pâles, comme le lait figé au fond d'un bol d'enfance. Soren effleura la clé que lui tendit Aldéric, simple morceau d'acier rayé par le temps, puis tira derrière lui la lourde porte de la tour d'ivoire dont nul ne connaissait vraiment la hauteur ni la profondeur. Les jours suivants se diluèrent dans une expectative trouble. Parfois, on entrevoyait le dos courbé du vieil alchimiste penché sous des lampes jaunes. Parfois, le frôlement étrange de poudre, porté par ses manches noires, traversait l'air immobile du crépuscule. Et tandis qu'Aldéric sentait déjà naître en lui une attente semblable à celle d'un enfant assis devant les premiers flocons, le palais retint son souffle sous le mystère naissant de cette promesse impossible, celle d'emprisonner le temps tout entier entre les murs silencieux d'Ambrelune. Quand l'aube s'éveilla sur Ambrelune, tout orné de nuages pâles et de promesses claires, la tour d'ivoire
résonnait d'un bruissement quasi imperceptible. Devant sa porte, le roi Aldéric, vêtu d'un manteau étincelant d'impatience, se tenait droit, le regard tendu vers l'alchimiste. Sur sa paume, la clé de cristal vibrait faiblement à la lumière naissante. Soren attendit que le premier rayon glisse à travers la lucarne en ogive. Puis, d'une voix dont la lenteur semblait dicter le rythme des heures elles-mêmes, il invita le roi à observer. D'un geste soyeux, il éparpilla sur les dalles froides une poignée de poudre bleu nuit. Celle-ci s'éleva aussitôt en filet spiralé avant de flotter lentement autour du vieil homme. Un frisson discret parcourut Aldéric. Il crut entendre, sous l'apparence paisible du silence, le tintement minuscule d'horloge oubliée. D'un souffle précis, Soren traça dans l'air une courbe éphémère qui brilla un instant en or pâle, puis s'effaça sans bruit. La poussière se resserra soudain au centre de la pièce, où une silhouette translucide se mit lentement à émerger. D'abord un contour voilé, une robe fluide évoquant la brume sur les champs d'hiver, puis un visage aux traits changeants, impossible à vieillir ni à nommer tout à fait. Les lèvres esquissèrent un sourire indéchiffrable. Des yeux vastes comme le ciel au lever du jour observaient Soren sans ciller. Lysiane, dissimulée derrière l'embrasure à demi close, sentit battre son cœur d'une inquiétude aiguë et douce. Aucun mot ne franchit ses lèvres. Héloïne venait de naître en silence sous leur regard mêlé de terreur et de fascination. Soren inclina la tête devant la créature nouvellement invoquée. Il s'adressa à elle avec une révérence qu'il n'accordait guère aux humains. « Héloïne, murmura-t-il, toi qui portes 1000 âges au bout de chaque doigt, le moment est venu d'accepter l'hospitalité de cette tour. » La silhouette jeta vers Aldéric un regard pailleté de nostalgie ou peut-être de curiosité ancienne. Puis avança docilement jusqu'à franchir la porte entr'ouverte. À ce moment précis, Soren brandit la clé de cristal et la fit pivoter dans la serrure unique du lourd battant d'ivoire. Un éclat bleu vif jaillit des sillons gravés sur la clé, fila jusqu'au heurtoir sculpté, puis se dissipa dans l'air redevenu froid. La porte claqua doucement, mais sans retour apparent. Héloïne restait là, visible à travers le carreau nuageux comme une tache de lumière mouvante, éternelle, veillée au centre des cercles concentriques dessinés par l'alchimiste sur le carrelage. Aldéric pressa les mains sur sa poitrine. Son souffle ralentit en même temps que tous les rouages du palais. L'immense horloge des appartements royaux s'arrêta dans un soupir rauque dont les échos s'estompèrent rapidement dans chaque corridor vide. Ce fut alors que le silence qui tomba sur Ambre-Lune prit une ampleur nouvelle, profonde, absolue, mais ni lourde ni oppressante. Une tranquillité parfaite où rien ne semblait compter que ce présent étiré comme un fil étincelant entre hier et demain. Le roi se surprit à sourire familièrement à cette suspension étrange. Plus de peur tapit au fond du regard, seulement le soulagement immense d'avoir soustrait ses jours à l'usure discrète du monde mouvant. Il jeta un coup d'œil vers Lysiane, tapie dans l'ombre. Sa main chercha ses mots, mais n'en trouva aucun qui puisse traduire ce sentiment inédit. Celui d'être enfin maître du temps lui-même, affranchi du tumulte indomptable des heures trébuchantes. Les premiers jours qui suivirent l'enfermement du temps furent baignés d'une douceur étrange. Le soleil s'éleva chaque matin avec la même nuance de lumière, caressant les pierres pâles du palais, sans brûler ni disparaître tout à fait. La rosée persistait plus longtemps que de coutume
suspendus sur les feuilles, comme une multitude d'yeux humides qui ne voulaient ben non les pas cligner. Peu à peu pourtant, Lysiane prit conscience d'un trouble ténu sous la quiétude. Les couleurs des hortensias, éclatantes hier encore, demeuraient aujourd'hui figées. Ni l'éclat des pétales ne pâlissait, ni leur vigueur ne déclinait. Elle cueillit une branche, les fleurs résistèrent, intactes, leur parfum elle-même semblait emprisonné dans l'immobilité. En serrant la tige entre ses doigts, la conseillère sentit monter une nostalgie inattendue, celle du passage, de ce minuscule basculement du vivant vers le souvenir. Au détour d'une allée du jardin, elle croisa un cercle d'enfants jouant au maigre soleil. Ils chuchotaient, leur rire tintant comme des perles trop polies, parfaitement identiques, matin après matin. 2 fillettes sautaient à la corde. Leur visage ne perdait rien de sa rondeur ni de sa vivacité. Un petit garçon observait inlassablement la même coccinelle posée sur le revers de sa manche, comme si aucun autre insecte haine venait troubler son étonnement séculaire. « Avez-vous remarqué ?» demanda Lysiane à une nourrice aux mèches rousses, figée par d'éternels gestes. Mais la femme haussa simplement les épaules, sans même relever la tête de son tricot immuable. Rien n'avait changé, ou plutôt, tout avait arrêté de changer si progressivement que nul n'osait le formuler à voix haute. Lysiane parcourut les couloirs du château et frappa à la porte d'un musicien. Les longues partitions s'étalaient sur le pupitre comme autant de souvenirs gelés. L'instrumentiste tendit l'oreille, pinça une note claire et pure qui resta suspendue avec insistance dans l'air saturé. Il afficha le même sourire courtois que la veille, ou une veille bien plus ancienne déjà. Plus personne ne savait placer ses émotions avec certitude sur l'axe fuyant du temps. La nuit descendit presque par habitude, sans réelle urgence. Elle surprit Lysiane devant le grand miroir de la bibliothèque. Son reflet prenait toujours la lumière sous le même angle exact, refusant obstinément toute subtile altération. Elle passa lentement une main sur sa joue, attente vaine du frémissement révélateur d'une ride naissante ou d'un pli nouveau. Le lendemain matin s'étira ainsi que les précédents, gouttes de pluie hésitant à rouler sur les vitraux, draps fraîches sagement repliés, serviteurs répétant chaque geste sans élan ni distraction. Même le vent peinait à forcer les verrous des persiennes. Il caressait piteusement les tuiles avant de retomber dans un soupir ennuyé. Les repas n'apportaient plus que le goût fade de l'habitude inaltérée. Les conversations se perdaient en anecdotes familières ressassées sans vigueur renouvelée. Les souvenirs récents devenaient rares. Plus rien ne venait s'inscrire dans les mémoires déjà saturées d'instants semblables. Lysiane tâcha alors de recopier sur un carnet le moindre détail inédit autour d'elle. Mais bientôt, son écriture buta contre l'inexorable répétition. Ce qu'elle notait hier demeurait désespérément vrai aujourd'hui. Les pages blanches semblaient en cercle peser plus lourd que celles noircies d'instants immobiles. Quand elle rejoignit Aldéric dans ses appartements inondés de lumière pareille à elle-même, elle chercha ses mots longtemps, puis préféra rester muette. Leur silence pesait moins que les paroles vaines qu'aurait pu créer un temps désormais retenu entre 2 souffles identiques. Florent marchait chaque jour sous les arcades de la grande cour, son pas faisant résonner le même écho étouffé sur les dalles patinées. Il observait, sans en avoir l'air, son entourage glisser dans un engourdissement subtil. Parfois, il croisait Lysiane, dont les gestes prenaient une étrange lenteur chaque fois qu'elle refermait un livre
déjà relus 100 fois, et il avait l'impression qu'un voile invisible couvrait peu à peu chacun de leurs regards. C'était dans les salles des banquets que l'étrangeté se dévoilait le plus clairement. Chaque soir, les cuisiniers dressaient la même table, rôtis dorés, terrines délicates, fruits lustrés. Mais Florent ne sentait plus l'eau à la bouche en entrant. La viande avait le goût de souvenirs tièdes et les épices semblaient flotter vainement sur des montagnes de purée sans saveur. Autour de lui, on mastiquait machinalement. Les convives échangeaient des sourires polis, mais leurs éclats ressemblaient à des répliques apprises longtemps auparavant. Il s'attarda devant la galerie où les artistes exposaient leurs toiles. Un peintre, qui jadis transformait chaque coin du palais en palette audacieuse, fixait maintenant sa toile pâle d'un œil absent. Les pinceaux s'étaient tus. Nul tableau nouveau ne venait bousculer la perception, ni réveiller de débats animés. Florent tenta d'amorcer la discussion. « Que peins-tu ces derniers temps, Amiot ?» Le jeune homme releva la tête péniblement. « Je n'arrive plus à voir ce que je n'ai pas déjà vu, » dit-il simplement. Dans la salle du bal, au lieu où valsaient autrefois les déclarations brûlantes et les serments pris à voix basse, les amants s'égaraient dans des conversations molles, presque indifférentes à l'avenir ou au désir. Une musicienne effleurait toujours la même note sur son luth avant de laisser retomber paresseusement ses mains sur ses genoux. L'air semblait chargé d'une poussière qui n'osait pas se poser. Dans le quartier du peuple aussi, Florent perçut le même apathie rampante. Les commerçants rangeaient inlassablement leurs étals sans rien attendre du lendemain, tandis que les enfants répétaient sans joie leur jeu imité à la perfection. Il croisa un couple enlacé près d'une fontaine. Il ne murmurait rien d'autre que quelques banalités usées et n'osait plus rêver à ce qu'il bâtirait demain. Même les mots se raréfiaient autour de Florent. On évoquait rarement une idée nouvelle ou une anecdote inédite. Tout basculait dans une similitude monotone. Aldéric lui-même avait changé, d'une manière difficile à cerner d'abord, puis de plus en plus nette, chaque jour figé. Le roi passait son temps à parcourir ses appartements sans but défini. Parfois, il s'arrêtait devant un miroir, dont le reflet refusait obstinément toute altération. Mais sous cette immobilité triomphante que le souverain avait jadis si ardemment recherchée, Florent lisait un vide croissant dans son regard. Les rides ne venaient pas corrompre sa jeunesse nouvelle, mais un autre flétrissement semblait ramper, celui du désir et de la crainte mêlés, désormais absent de ses traits peuplés d'une perfection lasse. Aldéric soupirait sans raison visible, posant un livre sur une table pour l'y retrouver toujours identique le lendemain. Ses doigts n'avaient plus faim d'inconnu, ni même de souvenirs. Une après-midi pluvieuse, alors que la lumière restait accrochée aux vitres comme une brume persistante, Aldéric confia soudain à Florent. « Je croyais avoir obtenu ce dont j'avais toujours rêvé. Mais il me semble maintenant porter quelque chose de trop lourd pour être nommé. » Florent resta silencieux. Il savait qu'aucune parole consolatrice ne pouvait combler cette enfance du temps qui manquait désormais à tous sous leur apparente jeunesse perpétuelle. L'ombre du doute fit ployer le roi sur sa chaise favorite, où il demeura en silence, captif du calme parfait auquel il avait cru vouloir appartenir pour toujours. Lysiane posa sa main sur l'accoudoir du fauteuil, à côté du roi, et attendit que Florent vienne s'asseoir auprès d'eux. La lumière,
prisonnière de la même heure depuis trop longtemps, baignait la pièce d'une fixité étrange. Florent prit une inspiration discrète. « Majesté, il y a des choses qui nous manquent plus que nous ne l'aurions cru, » murmura-t-il, le regard perdu par la fenêtre. Lysiane joignit les mains pour retenir un frisson. Elle tenta un sourire doux. « Il me vient souvent des souvenirs, sire. Je repense au printemps de jadis, à cette impatience fébrile des saisons, à l'effervescence qui précédait les vendanges ou les premières feuilles mortes. » Aldéric détourna les yeux. Son visage semblait celui d'un vieil enfant. Aucune ride, mais un abîme muet sous ses paupières. Il voulut répondre, mais les mots se bousculèrent avant de se déliter. « Jadis, vous descendiez souvent dans les vergers au matin, sire, » poursuivit Lysiane. « Vous goûtiez la première cerise encore tiède de soleil, et vous disiez « comme tout passe vite ». Florent esquissa un sourire las. « Je me souviens de vos fêtes de moisson. » Les musiciens s'accordaient longuement parce qu'ils savaient que chaque danse était unique et n'appartiendrait qu'à ceux qui l'avaient célébrée ce soir-là. Un silence lourd s'installa. Le roi leva soudainement la tête, cherchant le regard de ses amis. Il soupira. Pourquoi refuser ce qui rend chaque chose précieuse? Sans mot dire, Lysiane proposa une promenade dans les jardins. Aldéric accepta d'un geste absent. Leur marche fut lente, attentive, presque cérémonieuse, tant ces lieux semblaient pétrifiés dans un décor vivant, mais vidés de sa substance. En passant sous les rosiers gelés dans leur floraison éclatante, Lysiane effleura un pétale aussi frais qu'au premier matin du sortilège. Elle ferma les yeux brièvement. J'aimais la fragilité des boutons à peine éclos. Ce qui donne saveur à la beauté, c'est sa disparition prochaine. Florent frôla le tronc nu d'un arbre fruitier. Certains arbres attendaient toute une année pour fleurir. Maintenant, ils n'attendent plus rien. Ils demeurent suspendus au même instant. Le silence s'étendit encore alors qu'ils longeaient l'étang immobile où nul reflet ne tremblait plus sous la brise. Aldéric s'arrêta là, frappé soudain par l'éclat douloureux de la vérité. Des souvenirs lui revenaient en rafales, courses sous la pluie d'été, sentiers odorants en automne, mains gelées sur la rambarde en hiver, tout ce qui avait fondu ensemble pour former la trame secrète de leur vie. Il toucha machinalement une branche et songea à tout ce qui ne vivrait plus, ni ne mourrait tant que durerait cette illusion figée. Sur ses traits parfaits, le regret passa comme une ombre timide. Avec une certitude acérée, il comprit enfin ce qu'il avait fait. En croyant protéger son peuple du changement, il l'avait privé du tissage invisible qui donne un sens à chaque élan, chaque tristesse passagère. Il avait séparé Ambre-Lune du fil précieux qui relie tous les êtres à leur histoire mouvante et fragile. À peine la nuit tombée, Aldéric s'extirpa du lit où l'attendaient les ombres inquiètes de ses insomnies. Il fendit les couloirs plongés dans une grisaille qui ne variait plus, laissant derrière lui le palais engourdi. Son pas hésitant le menait vers la tour d'ivoire, érigée à l'écart, là où la lumière semblait encore plus blanche, presque irréelle. Ses doigts frôlaient les murs froids. Plus il avançait, plus son cœur battait vite, tiraillé entre peur et espoir confus. Devant la grande porte close, il s'immobilisa. Sur le bois poli luisait la serrure de cristal. Derrière, la présence d'Héloïne semblait effleurer l'air même, palpable jusque dans le silence tissé autour de la tour. Il resta longtemps sans oser parler. Puis, d'une voix étouffée, il murmura : « Héloïne, es-tu là ?
Un souffle s'éleva de l'autre côté, à peine une brise mais chaude et vibrante, comme les souvenirs qu'on croit perdus. La voix d'Héloïne, harmonieuse et douce, traversa la porte sans que le bois y oppose résistance. « Je t'attendais, Aldéric. » Il serra les poings pour empêcher ses mains de trembler. « Pourquoi me restes-tu fidèle alors que je t'ai enfermé ?» Héloïne ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, sa voix enveloppa Aldéric comme une caresse apaisante. Le temps n'abandonne jamais ceux qui lui sont confiés, même s'ils le croient cruel ou indésirable. Au contact de ces mots, une brèche s'ouvrit en lui, non pas dans ses certitudes, mais dans cette carapace entretenue contre tout changement. Il ferma les yeux, et Héloïne poursuivit. « Souviens-toi des premiers matins où tu contemplais le ciel sans crainte ni regret. Tu ignorais combien chaque instant naissant portait déjà sa promesse de fin. C'était cela qui rendait tes jours précieux. » L'émotion afflua. Aldéric sentit monter un chagrin qu'il n'avait jusque-là pas osé ressentir pleinement. Il posa son front contre la porte. « J'ai voulu protéger le bonheur, mais je l'ai privé d'air, » murmura-t-il. La voix insideuse d'Héloïne glissa alors comme un souvenir réconfortant. Jadis tu riais sans savoir que le lendemain serait différent. C'est l'incertitude, Aldéric, et non la constance, qui creuse les joies et adoucit le deuil du passé. Chaque instant était promesse, parce qu'il était unique, et voué à s'éteindre doucement pour laisser place au suivant. Les sanglots montèrent en lui avec force. Aldéric n'essaya pas de lutter. Il pleura longuement contre la porte d'ivoire, tandis que la silhouette du temps murmurait encore « Tu n'as rien volé, ni gâché, qui ne puisse renaître. » Son visage baignait de larmes tièdes quand il osa articuler « Comment retrouver ce que j'ai dérobé ?» Mais déjà, au fil des mots, d'Héloïne naissaient dans son esprit des éclats lumineux, souvenirs volés jusqu'alors par son angoisse, instants minuscules qui rejaillissaient soudain en couleurs nuancées. Aldéric sentit enfin que le bonheur n'était pas affaire d'éternité, mais l'art subtil d'accueillir chaque heure avec gratitude et courage. Une résolution timide s'insinua sans bruit en lui, tandis qu'il demeurait là, immobile devant la tour d'ivoire dont il n'osait encore franchir le seuil. Aldéric demeura un long moment face à la porte d'ivoire. Il sentit sous sa paume les veines du bois, le léger frisson du cristal incrusté, comme si lui aussi s'impatientait. Derrière, le silence n'était plus tout à fait le même. Il portait, dans son infime vibration, la promesse oubliée d'un début. Aldéric prit la clé suspendue à sa ceinture, ajusta ses doigts sur sa transparence irisée, puis la souleva devant la serrure. Sa main hésita. Il repensa aux paroles de Lysiane, venue le trouver plus tôt dans la nuit, alors qu'il rôdait sans sommeil. « N'aie pas peur des instants qui passent, Aldéric. Ils sont la seule chose authentique que tu possèdes, » lui avait-elle glissé avec cette tendresse qui savait caresser jusqu'au remords le plus enfoui. Il respira profondément, s'autorisant enfin à laisser la crainte se dissoudre. Le métal doux de la clé glissa dans la serrure, produisant un son cristallin, note pure, suspendue, et tout sembla attendre avec lui que le geste fût achevé. Il claqua de l'intérieur un ressort minuscule et la porte pivota lentement sous la simple pression de sa main. Une lumière irisa soudain l'embrasure, non pas une clarté éblouissante, mais plutôt un souffle mordoré dont l'intensité fluctuait comme celle d'une aurore naissante. Dans cette lumière flottait Héloïne, redevenue elle-même, ses contours miroitants
ondoyait au rythme de quelques forces neuves. Elle franchit le seuil dans un élan gracieux et tourbillonnant. Ses voiles effleuraient l'air en provoquant une brise tiède qui s'élança dans le couloir, puis se répandit dans tout Ambrelune. Le monde sembla, pendant un instant unique, retenir son souffle. Les feuilles accrochées aux branches frémirent, comme sous l'annonce d'un secret enseveli. Au loin, un ruisseau reprit soudain son chant. Les premiers oiseaux secouèrent leur sommeil engourdi et testèrent quelques notes incertaines. Héloïne dessinait derrière elle une traînée lumineuse, caressant les pierres du palais et les pavés des rues silencieuses. Là où elle passait, l'air changeait. Il devenait plus dense, mais aussi plus vibrant. On aurait pu croire qu'il retrouvait une mémoire ancienne. Les jardins se courbèrent sous sa caresse. Les roses jusqu'ici fermées ouvrèrent enfin leurs boutons endormis. Aldéric suivit Héloïne du regard alors qu'elle glissait sur les places désertées par l'immobilité. Des enfants soudainement éveillés tendaient déjà l'oreille à quelque chose de nouveau dans la lumière du matin. Une fillette risqua un pas vers la fenêtre, fascinée par les reflets fugaces sur les tuiles. Les marchands se frottaient les yeux en entendant revenir peu à peu le vacarme du monde. Il sentit au creux de sa poitrine vibrer une joie fine. Le royaume entier semblait inspirer profondément après une interminable apnée. Les couleurs reprenaient confiance, osaient fleurir sur chaque pierre, chaque visage encore pâle. Un papillon osa traverser la cour intérieure, subtil miracle de fragilité reconquise. Dans ce tumulte naissant, Aldéric saisit soudain ce qu'il avait redouté, perdre toute sa vie, le goût simple et précis de l'instant présent. Le temps réinvestissait chaque recoin de la cité, mais c'était moins une fuite que le retour d'un hôte précieux, dont on redécouvrait la conversation unique et chaque sourire timide. Sur le seuil de la tour, maintenant vide, il croisa le regard d'Héloïne, infini et doux, et sentit grandir en lui non pas un regret, mais un appétit neuf pour tout ce qui allait surgir. Au petit matin, la lumière triomphante fit doucement craquer les gonds des volets d'Ambrelune. Une brise inexplorée s'échappa des jardins ranimés, caressant l'intérieur du palais et les places retrouvées. Aldéric resta longuement assis devant sa fenêtre, vêtu d'une simple tunique de lin. Il fixait sans hâte son reflet accroché dans un miroir de cuivre. Ses propres traits semblaient posé à la lisière du renouveau. Dans le verre, son visage était baigné d'or pâle, strié de rides fines, qui trahissaient les veilles d'autrefois. Pourtant il sourit. À la commissure de sa bouche, une trace nouvelle s'était nichée, rides minuscules, mais denses, témoins des hivers traversés et de la peur lentement digérée. Aldéric toucha la marque du bout de l'index. Il n'y lut ni défait, ni faille, seulement la preuve chatoyante qu'il n'était pas demeuré immobile. Dehors, la ville se hissait hors du sommeil, comme on revient d'un rêve trop long. Les artisans ouvraient leurs échoppes sous le chant frais des martinets. Quelques enfants poursuivaient dans la rue un ballon miraculeusement retrouvé entre deux racines mouvantes. Et les pinceaux des peintres hésitaient un instant avant de tracer, sur leur toile aux blanches cicatrices, les premiers bleus neufs du ciel. La douceur étrange du moment flotta longtemps dans toutes les pièces du château, comme un parfum soulevé par le souvenir. Lysiane se pencha sur une vasque d'eau claire. Elle éclata de rire en croisant le reflet espiègle de ses cheveux mêlés à l'aube. Florent embrassa sa femme en quittant leur logis, les yeux ouverts sur cette incertitude féconde
qui dorénavant parcourait chaque rue, un soulagement vaste et tendre. Aldéric descendit lentement les marches gravées sous ses pas familiers. Il s'arrêta au jardin là où déjà quelques ombres caressaient la pelouse redevenue vibrante. Des enfants venaient d'y découvrir un nid abandonné depuis longtemps. Approché, lança-t-il doucement, attirant vers lui leur rire fragile, comme une nuée d'hirondelles affamées. Les artistes retrouvaient leur audace perdue. Un funambule osa relancer son fil entre deux peupliers. Plus loin, une harpiste accrochait aux branches les notes suspendues de sa mélodie retrouvée. Même les vieillards regardaient le soleil sans appréhension. « Il fait bon attendre demain », murmura l'un d'eux en roulant entre ses doigts une mûre tiède au reflet sanguin. Le grand souffle du changement agitait partout la poussière des habitudes. On découvrait que les jours se distinguaient à nouveau par 1000 nuances minuscules, l'éclat changeant d'un rideau tissé main, la saveur d'une tarte partagée moins sucrée qu'hier, l'inflexion drue d'une voix amie revenue raconter ses secrets. Aldéric erra longtemps dans cette cité ranimée, humant chaque minute offerte comme si c'était la première fois. Il salua Héloïne qui passait près du théâtre déserté. Elle sourit en retour, yeux baignés de promesses tacites qu'aucun homme n'aurait su traduire entièrement. Tout semblait porter gratitude, pavement chauffé par le matin recommencé, frontons dorés des halles et silences habités du crépuscule doucement promis. À mesure que la lumière montait vers midi, le royaume comprenait, avec une lenteur soyeuse, que chaque saison reprise est un don, et que le mouvement même des heures fabrique la joie, là où gît aussi le regret. Rien n'était perdu. Tout devenait possible à nouveau. Le miroir du roi gardait encore l'empreinte rosée de son sourire absent. Les couleurs de l'automne s'étirèrent bientôt sur Ambre-Lune, déposant leur miel chaud sur la pierre claire et les toits d'ardoise. Les arbres vibraient sous le souvenir fugitif du vent, et les feuilles, une à une, rendaient à la ville l'écho discret des jours vécus. Les premiers pas hésitants de l'hiver s'annonçaient déjà au fond de la brume, mais le peuple ne courbait plus l'échine. Les regards se levaient pour mieux savourer l'inéluctable passage. Aldéric, dans sa chambre paisible, s'attarda devant le miroir de cuivre où se dessinaient ses rides nouvelles. Elles n'étaient plus les marques d'une peur secrète. Elles formaient une topographie mouvante, un récit miniature gravé dans la chair. Il songea, dans un éclat de silence heureux, que chaque ligne offrait la mémoire d'un instant qu'il n'aurait pas voulu effacer. Sur sa tempe, une ride en arc s'accordait au fil léger d'un sourire que personne n'avait jamais vraiment su lui prendre. Il ouvrit la fenêtre. Le parfum de terre humide entra sans frapper. Les artisans, sur la place aux pavés froids, travaillaient lentement, leurs gestes habillés d'une patience souveraine. Près du tilleul centenaire, des enfants entamaient un jeu vieux comme le monde. Parfois, l'un trébuchait, se redressait dans un éclat de rire partagé. Rien ne durait, tout recommençait sans cesse. Lysiane passait chaque matin par le jardin pour effleurer les églantines dépliées après leur long sommeil. Elle récoltait les nuances du jour, comme on ramasserait des tissus rares qui ne seraient pas encore cousus ensemble. Parfois, elle échangeait avec Florent une remarque tranquille. « Il y a tant à attendre encore », disait-elle en sentant sur sa langue le goût acidulé du mot « à venir ». Dans les ateliers ouverts au vent, les artistes maniant leurs pinceaux avec l'audace de ceux qui savent désormais que toute œuvre est fragile, faite pour grandir, se fissurer
et renaître ailleurs. Un histrion chantonnait sur la fontaine dégelée. Ici, un sculpteur osait tailler une statue promise à la pluie et à l'oubli. Les passants ralentissaient le pas pour goûter cette insouciance revenue. Des fragments d'enfance remontaient parfois jusqu'à leurs lèvres dans un clin d'œil complice. Le soir venu, Aldéric traversa la cour déserte. Ses pas résonnèrent à peine sur les dalles tiédies par le soleil tombant. Il sentit alors combien chaque changement portait en lui sa douceur irrésistible. L'attente n'était plus blessure, mais promesse. La lente disparition du jour révélait, au fond du ciel lavande, la certitude paisible que ni lui ni son royaume n'avaient jamais vraiment appartenu à l'immobilité. Il regagna sa chambre, tandis que dehors montait le chant ténu des lucioles réveillées. Avant de souffler la flamme qui allumait encore son regard dans la glace, il ferma les yeux et murmura tout bas une gratitude neuve à ce temps qu'il avait voulu dompter. Alors, Ambre-Lune dormit et rêva de nouveau. Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.